Alors bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour déjà une 380e rencontre Vlil. Et ce soir, on a donc la chance de recevoir Florian Ferrier pour les Vagabondes. Ici, alors il y a un petit peu de luminosité, mais on va parler aussi de cette couverture, en tout cas de ce bandeau aux éditions Bûcher-Chastel. Alors bonsoir Florian déjà. Et bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, on va parler un petit peu de votre parcours dès le début pour savoir comment on arrive à Ouais, parler autant des femmes dans la guerre, puisque c'est aussi une des thématiques du livre, mais qui aussi traverse aussi l'ensemble de votre œuvre. Vous avez passé une grande partie de votre enfance en Alsace, puis en ouais, Polynésie. ouais. Vous avez décidé d'être écrivain ensuite. Vous avez été réalisateur de séries animées notamment, scénariste de bande dessinée. Et vous publiez donc en parallèle plusieurs romans, dont celui-ci, Les Vagabondes, qui est sorti il y a quelques jours, avec pour thème principal les femmes dans la guerre. J'aimerais déjà savoir comment vous en êtes venu à écrire, à entrer en littérature après avoir fait des métiers très visuels. Je continue, hein, ces métiers visuels. L'un ne va pas sans l'autre, je trouve. En tout cas, l'un nourrit l'autre. Le scénario, c'est aussi un exercice intéressant parce que c'est de la structure, aussi c'est beaucoup de contraintes. Et donc les contraintes, c'est toujours pas mal. Voilà, quand il n'y a pas de contraintes, j'ai un peu de mal à m'y retrouver, quoi. J'aime bien quelques contraintes. Voilà. Donc oui, j'ai un parcours un peu. C'est sûr, assez atypique, mais je pense que quand même, il y a pas mal d'écrivains dans mon cas. Bon, je pense qu'il y a un gros wagon, évidemment, qui sont profs. En littérature jeunesse, notamment, où j'ai fait quand même quelques romans, c'est 80% de professeurs des écoles ou de profs, quoi, les auteurs jeunesse. Donc voilà, je pense que c'est une grosse partie ça permet d'écrire, quoi, ça laisse un peu de temps, etc., etc. Donc je pense que aussi un truc de temps. Moi, je suis venu à l'écriture il y a une vingtaine d'années en jeunesse, tout simplement parce que j'avais écrit un projet de série télé et que ce projet n'a pas trouvé preneur et j'ai pas eu envie de le laisser tomber comme ce que je faisais avant, c'est-à-dire on passait à autre chose. Je me suis dit, je vais en faire un roman et ça a démarré comme ça, quoi. Voilà. Et de Alors, fil en aiguille, je suis passé à l'adulte, voilà, parce que j'avais envie aussi pas spécialement de toucher un autre public, mais j'avais envie de raconter les choses autrement. Et, et voilà quoi. Et en jeunesse, les thèmes que je voulais aborder, je m'y retrouvais pas quoi. C'est-à-dire, je savais pas trop comment on aborde ça en jeunesse quoi. Donc, par rapport justement à cette disparité, vous parliez tout à l'heure de contraintes. En littérature, quelle est la contrainte que vous vous octroyez, que vous vous mettez devant? Est-ce qu'il y a là aussi une contrainte, autant que dans un scénario, avec des contraintes pour le coup là évidentes? En littérature, on a souvent l'impression que c'est un espace plus de liberté, ou en tout cas où vous pouvez étaler davantage de choses sans aucune limite. oui. La contrainte pour vous, elle est aussi en littérature? Bah, en tout cas, moi, je m'en mets quoi, parce que c'est comme ça que je fonctionne. Alors, ça veut pas dire des contraintes de temps ou de. J'en écris pas beaucoup. Moi, j'ai besoin de plusieurs années avant d'être sûr que je vais raconter une histoire. Euh, le dernier, là, par exemple, je pense que ça fait 6 ou 7 ans que j'ai cette histoire qui tourne quelque part un peu dans le fond de ma tête, mais j'ai besoin de beaucoup de temps euh, pour être sûr que ça vaut le coup de se lancer dans l'aventure d'un roman qui est quand même toujours une aventure un peu solitaire. Donc, hein, c'est un peu comme la traversée, le Vendée Globe ou des trucs comme ça, quoi. C'est-à-dire que on part quand même tout seul à l'aventure. Moi, j'ai une façon d'écrire en plus qui est comme dirait mon copain Rovigno, qui a écrit un bouquin sur comment on écrit. C'est-à-dire, moi, j'écris à la lanterne. C'est-à-dire que quand je démarre, je ne sais jamais comment ça finit. Tu vois. Je fais connaissance de mes personnages en même temps que je les écris. C'est pour ça que je réécris beaucoup. C'est-à-dire, généralement, j'écris 5, 6 chapitres. Après, je reviens au début parce que je commence à mieux connaître mes personnages. Donc, je change leur façon de parler, leur façon d'être, etc. C'est un peu comme une rencontre avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Voilà, on apprend à le connaître et donc, on commence à lui faire vivre des aventures. Et alors, au début, je faisais toujours un plan de travail, quoi, comme on fait, et je les ai jamais suivis. Donc, j'ai arrêté de faire des plans de travail. Je pense que c'est un truc qui rassure l'auteur au début, mais je pense que c'est plus une prison. Moi, par exemple, quand je lis un roman,
de quelqu'un, je peux deviner s'il a fait un plan de travail ou pas, quoi. J'arrive à deviner. C'est-à-dire que, parce qu'il y a ce que j'appelle du Deus ex machina, c'est-à-dire il y a l'auteur, il s'est fait un plan de travail et il se dit, à un moment, mon personnage, il faut qu'il passe par ici. Et ça, c'est pas le personnage qui veut passer par là, c'est l'auteur qui veut que son personnage passe par là. Et ça, moi, en tant que lecteur, je supporte pas ça. C'est-à-dire, je n'arrive pas à entrer dans un livre où je sens l'auteur systématiquement qui manipule le lecteur derrière ses personnages. Je veux vraiment que mes personnages vivent, et à chaque fois que je démarre un roman, il prend tout à fait une autre tournure. Au bout d'un moment, ça devient autre chose, et mes personnages m'emmènent ailleurs, et la fin est totalement. Je n'aurais pas pu l'imaginer 6 mois plus tôt, quoi, par exemple. C'est un espèce de chemin que je fais avec les personnages et ensuite je termine et j'en parle plus après, quoi. C'est-à-dire voilà, c'est comme des enfants qu'on abandonne ou des choses comme ça, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout voilà, je me sépare des personnages et j'écris autre chose, quoi. Faire des suites, par exemple, ça me paraîtrait très bizarre en adulte, quoi. Voilà, je trouve ça très pesant, Ok. un peu ma façon de faire, quoi. Et par rapport justement à cette manière d'écrire, si les personnages ne vous suivent pas, ou en tout cas ne vont pas là où ils devraient aller, est-ce que ça veut dire que vous devez arrêter le livre? Est-ce que vous vous êtes posé la question parfois, lorsque des personnages ne sont pas forcément aboutis ou que vous ne voyez plus de direction, plus de destin, est-ce que ça remet en question finalement tout le projet? Et c'est pour ça que je disais qu'il me faut plusieurs années avant de démarrer un livre. C'est que ça se fait dans ma tête. J'ai pas besoin de l'écrire. Cette espèce de combat, pas de combat, mais cette espèce de naissance d'un personnage, il se passe dans ma tête. Et c'est quand je pense que je tiens un personnage fort, un personnage central, un personnage leader qui a des trucs à dire et qui va m'emmener plus loin que ce que j'avais imaginé au départ, c'est à ce moment-là que je commence à écrire, quoi. Là, je sais que je peux partir dans un roman parce que j'ai l'élément principal qui est pour moi pas l'histoire, mais le personnage. Si un personnage n'est pas crédible, l'histoire n'est pas crédible, hein. Ça, je suis. Enfin, pour moi, de mon point de vue, je suis affirmatif là-dessus, quoi. Si les personnages sont pas crédibles, voilà. Vous n'y allez pas. Non, j'y vais pas. Et j'y vais pas non plus en tant que lecteur, quoi. C'est-à-dire que voilà, par exemple, j'ai lu énormément de polars entre mes 20 et mes 35 ans. Aujourd'hui, j'y arrive plus, quoi. Ça me tombe littéralement des mains parce que je trouve ça cliché. Je trouve que c'est toujours les mêmes trucs, les mêmes recettes, les mêmes façons de construire les récits, les mêmes trucs. Et ça répond à un cahier des charges plus que à l'envie d'un auteur de raconter un truc. Voilà, moi, le détective privé qui picole ou le flic qui a perdu sa femme, je n'en peux plus, quoi. Parce que c'est vraiment 2 sur 3, quoi. Et encore, peut-être même 3 sur 4. Et je trouve qu'il y a une espèce de confort à faire toujours la même chose. Et moi, je fais jamais le même livre, quoi. Moi, de mon côté, ça, c'est sûr, je fais jamais 2 fois le même livre. Très bien. Même si, en fait, je raconte toujours la même histoire. C'est toujours Oui. ce truc de. Mais parce que, comme tous les auteurs, hein, on est un peu hanté par des trucs. Alors, c'est pas forcément très clair, hein, par quoi. C'est peut-être ça, d'ailleurs, je pense, qui fait que ça reste. Que l'aventure d'écrire un livre reste intéressante, quoi. Alors, on va donc rentrer dans le sujet Les Vagabondes. Je vais faire un pitch rapide. Fin mars 1945, une écrivaine allemande qui s'appelle donc Anna, qui est exilée en Suisse, qui accepte de se rendre en Allemagne à la demande des Américains pour prononcer un discours de paix dans une zone qu'ils sont en train de libérer. Donc on est en fin de guerre. Sur sa route va se dresser une certaine Ilse Wolf, une jeune femme qui, elle, fait partie des jeunesses hitlériennes, et son commando est chargé donc de capturer cette Anna. Et donc on va suivre ces deux personnages, ces deux femmes que tout oppose finalement, à qui vous donnez la parole de manière extrêmement égale, même si Anna a une part plus importante, puisqu'il y a deux époques qui sont dans le roman, 1945 puis 1972, et ces deux époques dialoguent entre elles. En tout cas, elles essayent de dialoguer entre elles avec un futur proche. J'aimerais savoir déjà d'où vient ce roman, puisqu'il est inspiré de faits réels. Qu'est-ce qui est finalement réel dans ce roman-là? Alors, moi, ouais, ce roman, c'est parce que ça fait longtemps que je voulais raconter
l'histoire d'une écrivaine en exil, c'est la bonne période. Il y en a eu beaucoup. À peu près tous les cerveaux ont quitté l'Allemagne en 1933. Hein, et donc, comme disait, comment il s'appelle, l'acteur Robin Williams, quand on lui demandait, il y a une Allemande sur un plateau télé qui lui a dit pourquoi vous pensez qu'on manque beaucoup d'humour en Allemagne? Et l'acteur l'a regardé dans les yeux et lui a dit mais peut-être parce que vous les avez tous tués. Et donc voilà, c'était un peu raide, mais c'est un peu l'idée. Donc je voulais raconter l'histoire d'une femme en exil et puis j'avais cette espèce d'anecdote du commando de gamin en tête depuis très longtemps, mais je voulais pas raconter l'histoire telle qu'elle est, enfin telle que l'incident s'est vraiment produit. Voilà, je voulais simplement l'utiliser comme prétexte à raconter, pas un affrontement, mais en tout cas, si un affrontement d'idées entre deux femmes qui n'ont ni le même âge, ni la même éducation, et ni les mêmes croyances politiques. Voilà, et de faire cette rencontre. Donc j'ai utilisé l'assassinat du maire d'Aix-la-Chapelle, voilà, Oppenhoff, qui est un fait historique pas spécialement connu, mais c'était comment dire, c'était un avertissement de Himmler à tous ceux qui voulaient tourner le dos à l'Allemagne, quoi. Hein. C'est-à-dire que les Américains, la première ville libérée, c'est Aix-la-Chapelle par les Américains. Ils décident de nommer un maire de l'opposition. Il accepte et donc Himmler est furieux qu'un Allemand accepte donc d'être nommé par les Américains et il envoie un commando de gamins, en tout cas principalement la moitié étaient des ados, voilà, pour lui faire la peau. Et donc effectivement sur les 8 parties, il y en a qu'un qui survit, donc et notamment la fameuse Ilse, puisqu'elle a existé. Il s'en est sorti. La plupart des autres sont morts. Enfin bon, ça s'est évidemment très mal passé. Ils n'étaient pas préparés et on pourrait dire un peu c'est tout a foiré quoi au fur et à mesure de leur truc. Mais ils ont quand même réussi à tuer le maire quoi. Et donc je m'étais dit quand même cette espèce de détermination à aller jusqu'au bout d'un truc qui n'a aucun sens, c'est un truc qui m'interroge moi. C'est-à-dire d'aller au bout d'une mission qui n'a aucun sens. Et donc ça, c'était un des éléments. Et l'autre élément, c'était voilà, c'était une écrivaine en exil à qui on demande de venir faire des discours, on va dire, de réconciliation, puisque les Américains avaient décidé de ne pas anéantir l'Allemagne, mais de la conserver à peu près en l'état, ce qui est un fait important, quoi, parce qu'ils avaient, voilà, ils avaient décidé de laisser l'Allemagne à peu près dans cet état pour qu'on puisse lutter contre le communisme. Voilà, la disparition de l'Allemagne n'était aux yeux des Américains pas une bonne idée et de laisser à Staline voilà, l'opportunité de bouffer l'Europe entière, quoi. Donc voilà, c'est ça, c'est mon axe d'histoire. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est évidemment les deux femmes, voilà, et la façon qu'elles ont de se rencontrer et pas de retournement, parce qu'il n'y a pas de retournement véritablement, mais en tout cas, il y a une prise de conscience des deux côtés que les choses ne sont pas ou noires ou blanches, jamais. C'est un peu plus compliqué que ça et que c'est justement une partie de cette complexité que j'ai voulu aborder dans ce roman. Euh, Dans un précédent qui s'appelle Déjà l'air fraîchi, j'ai abordé d'autres problématiques de ces sujets-là, bon, etc., etc., quoi. Et vos deux héroïnes, elles sont extrêmement, elles sont à la fois fortes et en même temps très vulnérables. Vous avez réussi à conserver une sorte d'équilibre. Vous parliez justement d'équilibre aussi dans la construction. Pour le coup, qu'est-ce qui vous fascine tant dans ces femmes dans la guerre? Il y a un véritable sujet là aussi. On voit peu de romans sur une femme nazie notamment. C'est quand même extrêmement rare. On a toujours cette figure Hmm. masculine en tête et pas forcément féminine, et encore moins quand on a 20 ans comme il se. Ah, je me suis intéressé, moi, vraiment au sujet. Hein. Ça fait peut-être 9 ans que je bosse ce truc-là, où j'ai lu énormément de thèses, de bouquins, de trucs que j'ai fait traduire, etc., pour me faire un peu une idée. Et c'est vrai que ce qui m'a marqué, c'est que, par exemple, dans la conquête allemande à l'Est, euh,
Les historiens estiment à 600 000 le nombre de femmes qui se sont engagées aux côtés de l'ASS principalement pour faire régner l'ordre. Alors, c'est des infirmières, des institutrices, il y a énormément de professions, hein, des bibliothécaires, des linguistes, un peu de tout. Parce que c'était pour elles un moyen d'échapper au mariage et qui était quand même le destin des femmes allemandes, en tout cas au début. Et puis à un moment, quand la guerre s'envenime, que l'Allemagne a besoin de monde, eh bien, on embauche les femmes, quoi. Et beaucoup de filles ont vu le nazisme, elles s'en foutaient. Ce qu'elles ont vu, c'est un moyen d'échapper à leurs conditions de femmes en ayant un boulot, en partant à l'aventure et en ayant de compte finalement à rendre à personne et surtout pas à un homme, quoi. Et donc ça m'avait vachement interpellé parce qu'ensuite, quand on regarde combien de femmes ont été jugées pour crimes de guerre ou trucs comme ça, la réponse est peanuts, quoi. C'est-à-dire zéro. Alors oui, on a en Pologne et en Allemagne, on a pendu une dizaine de femmes qui étaient gardiennes de camps de concentration, mais c'est un truc très particulier, le camp de concentration. Moi, je parle des autres camps de concentration. On a pendu autant de femmes que d'hommes, il n'y a pas de problème. C'était des gens cruels, et encore que sur les femmes qui se sont occupées des camps, il y aurait des trucs à faire, quoi. Et encore une fois, de leur point de vue, et pas du point de vue des prisonniers, parce que pour moi, le point de vue des prisonniers, c'est bon, quoi. Tu vois, je crois qu'en termes de roman là-dessus, on manque pas et moi, souvent, on m'a demandé, mais pourquoi tu fais pas un roman sur des femmes juives dans les camps? Et j'ai dit, quand tu as lu Charlotte Delbo ou Primo Levi, t'as rien à ajouter. Moi, j'ai rien à ajouter à ça. Vraiment, c'est-à-dire, je ne sais pas ce que je pourrais ajouter. Déjà, c'est des gens qui l'ont vécu. Quand même un peu, le ressenti est un peu différent. Mais enfin, je sais pas si vous connaissez Charlotte Delbo, mais on lit ça et OK. Pour moi, le sujet est réglé. Je vois pas ce que moi, en tant qu'homme, aujourd'hui, je pourrais ajouter à ce qu'ils ont écrit. En revanche, l'autre côté, L'autre côté, moi, me questionne vachement parce que la victime, je comprends la position de victime, mais la position de bourreau, j'ai beaucoup plus de mal dans ma tête à me faire une idée de ce que c'est. C'est pour ça que j'ai travaillé cet axe-là depuis plusieurs livres, parce qu'il y a quelque chose quand même de fondamentalement incroyable dans ce comportement humain, on pourrait dire, hein, dans cette façon de faire je trouve ça, moi, très inquiétant. Et on retrouve, enfin, pour moi, c'est des choses qui n'ont jamais disparu. Hein, ça existe encore aujourd'hui. Pour moi, le nazisme, je ne parle pas d'Hitler, mais cette idéologie n'a pas disparu, n'a jamais disparu. Elle existait avant, elle existera après. Parce que moi, ce qui m'a frappé, et c'est ça qui m'a intéressé, c'est qu'évidemment, nous, on a notre point de vue, mais en fait, les Allemands pensaient qu'ils étaient dans le camp du bien. C'est ce qu'il faut comprendre, hein. C'est-à-dire personne a adhéré à la SS en se disant ouais, ouais, c'est va être nous les salauds de l'histoire. Personne. Ce que je veux dire, c'est qu'ils l'ont tous fait en se disant on va créer un monde meilleur. Et en fait, les gentils, c'est nous. C'est ça qu'il faut comprendre. Et ça, c'est hyper intéressant. Et quand on commence à entrer là-dedans, c'est un vortex, hein. C'est-à-dire que c'est un truc un peu compliqué à gérer, même pour moi émotionnellement et tout ça, c'est compliqué parce qu'en fait, ils pensaient tous agir pour le bien et pour les générations futures. C'était même, on peut même aller jusqu'à dire une forme de sacrifice. C'est-à-dire d'ailleurs, Himmler a fait un discours célèbre là-dessus à tous ses cadres en disant, en gros, je vous interdis de prendre du plaisir à tuer des juifs. Un Allemand reste digne. On fait ça pour les générations futures, pour les débarrasser du problème, mais il ne faut en tirer ni plaisir ni fierté. Et ça, c'est un truc quand même, il faut le relire plusieurs fois et pour comprendre en fait qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces gens-là et en sachant que, eh bien, voilà, que dans ces effectifs-là, il y avait 600 000 femmes, quoi. C'est pas 10, pas 20, c'est énormément de femmes. Et moi, je ne vais pas chercher les plus cruelles, mais enfin, même si dans Déjà l'air fraîchi, j'ai une, voilà, je me suis inspiré d'une femme qui a réellement existé et qui s'amusait
à aller dans les ghettos de juifs. Alors elle donnait des bonbons aux enfants et après elle leur tirait une balle dans la tête. Et alors c'est marrant parce qu'elle n'a pas fait de prison. Et c'est un fait qui est très très intéressant, c'est que pour les Américains, avec leur mode de vie et leur façon de voir les choses, les Américains pensaient qu'il est absolument impossible pour une femme de se comporter comme ça. Donc, c'était parce qu'elle était sous l'emprise d'un homme, et en étant sous l'emprise d'un homme, ça la dédouanait euh, de toutes les saloperies qu'elle avait pu faire. Et tout ce genre de femmes sont rentrées chez elles après la guerre sans qu'il soit rien passé, quoi. Elles étaient même assez étonnées. Moi, j'ai même lu dans des comptes rendus des comptes rendus d'audition voilà, d'Allemandes assez impliquées et elle disait assez cyniquement, il suffisait de pleurer devant un officier américain pour qu'il vous laisse sortir, quoi. C'est-à-dire que vous avez compris le truc et il suffisait de faire semblant d'être désolé et ça suffisait. Alors qu'en revanche, les mecs, c'était plutôt pour les pendre, quoi. Mais les femmes, les Américains avaient énormément de mal à accepter que des femmes puissent avoir un tel comportement. Et ça, c'est vraiment le cœur, j'allais dire, c'est la chaudière de ma réflexion, quoi, de ce qu'il y a dans mes romans. Et justement, ce rôle des femmes dans l'histoire, il est souvent marginalisé. Alors là, en effet, depuis déjà quelques années, il y a une véritable, un retour aux sources où de nombreuses femmes qui ont fait des choses très positives sont remises au goût du jour. Mais pour le coup, ça n'a pas évolué en matière négative. Est-ce que c'était pour vous un enjeu majeur de faire ressurgir ces femmes-là pour éviter qu'elles soient marginalisées et que on sache aussi que c'est possible? Oui, mais pour moi, c'est dans deux axes. C'est-à-dire, par exemple, quand j'ai écrit Étoile Rouge, ce qui était vachement intéressant, c'est que dans tous les témoignages, et ça, c'est vraiment un truc. Étoile Rouge, c'est le roman qui est sorti chez Libretto il y a Ouais, quelques, ouais, en même temps que Les Vagabondes. ouais, c'est ça. Et en fait, ce qui est vachement intéressant, c'est que, par exemple, toutes les femmes soviétiques qui ont combattu sur le front, parce que ça, c'est la différence avec les Allemands, les Anglais et les Américains, c'est que les Russes ont mis des femmes au combat. Hein, ils ont fait tapis, hein, parce qu'il fallait vraiment qu'ils se débarrassent des Allemands, donc ils ont mis tout ce qu'ils avaient, hein, les gamins, les femmes, combattants. Hein. Dans l'armée allemande, il n'y avait pas de femmes combattantes, ni dans l'armée française, il y avait des femmes, mais qui avaient des rôles annexes, quoi. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que par rapport aux hommes, c'est que justement, toutes ces femmes sont rentrées de la guerre et elles ont remballé leur matériel et leurs histoires. C'est-à-dire qu'il n'y a que dans les années 90, parce que des journalistes ukrainiennes et russes se sont intéressés à ce sujet, elles ont été interrogées des vétérantes, mais même leurs familles ne savaient pas qu'elles avaient fait la guerre. C'est la différence avec les hommes qui tous les ans sortent des médailles et les arborent et les machins. Les femmes, en fait, elles ont rangé ça dans des malles et elles n'en ont plus jamais parlé à personne. Et ça, c'est un truc, justement, pourquoi je pense aussi on ne parle pas beaucoup des femmes, c'est parce que les femmes elles-mêmes n'ont pas très envie d'en parler, en fait. Par exemple, chez les femmes soviétiques, leur principale réflexion quand elles étaient au front, c'est comment je vais trouver un mari après avoir tué autant de gens. Et donc, en rentrant, elles ont fait comme si elles étaient dans des bureaux ou à l'infirmerie, quoi. C'est-à-dire qu'elles n'ont jamais raconté qu'elles avaient été voilà, à la baston, au corps à corps, à la baïonnette avec des soldats allemands, quoi. Parce que ça leur paraissait pas possible, alors que les hommes ont toujours envie de dire, de raconter leur fait d'armes et leur machin. Et moi, c'est ça vraiment, ça c'est un des axes qui m'intéresse. C'est pourquoi elles n'en parlent pas. Parce que c'est pas tellement pourquoi elles ont fait la guerre, c'est aussi pourquoi elles n'en parlent pas. Et quelles étaient leurs motivations. Euh, Pourquoi elles se sont engagées pour libérer leur pays. Parce que c'est pareil pour les Allemandes, hein, elles se sont engagées pour libérer leur pays, hein, pas pour dire, c'est ce qu'il faut comprendre, quoi. C'est pas, elles se sont pas dit, ah, on va jouer le rôle de sale garce. Non, elles se sont dit, on va avoir un rôle dans cette société, un rôle de libérateur, un rôle de sauveur, et on nous enverra plus jamais à la cuisine aux casseroles. Euh, Parce qu'on aura participé à ça de manière active et que personne pourra dire qu'on est resté à la maison, quoi, pendant que les hommes allaient au boulot, quoi. Donc ça, c'est voilà, c'est vraiment le truc. Et ça, tout au long de ma doc, voilà, j'ai exhumé des tas voilà, des tas de gens qui racontaient leur parcours, leurs histoires de femmes. Et ça, c'était vraiment un point commun, hein. Les femmes allemandes qui sont rentrées chez elles après la guerre, elles n'en ont plus jamais reparlé, quoi. Et c'est vachement intéressant. Mais même celle qu'on connaît, Trudel Young, qui était la plus jeune secrétaire de Hitler et qui l'a accompagné jusqu'au bout dans son bunker, etc. Euh, Quand elle est sortie de la guerre, elle a cherché du boulot, elle a trouvé un boulot de secrétariat à Munich.
Et quand une journaliste allemande l'a interviewée au début des années 2000, juste avant qu'elle meure, parce qu'en plus ces gens-là meurent vieux, hein, 103 ans, elle a dit, mais moi c'est incroyable, parce que je suis arrivé là-dedans, elle m'a dit, tout le monde savait que j'avais été la secrétaire d'Hitler, et personne ne m'a jamais posé une seule question en 70 ans. Personne. Personne ne m'a jamais posé une question. Donc, voilà. Et ça, c'est voilà. C'est encore un autre sujet, mais c'est aussi l'esprit allemand qui m'intéresse beaucoup et pareil, que j'ai pas mal travaillé. Il y a quand même un truc spécial hein, dans l'esprit allemand qui a vraiment quelque chose à voir avec le romantisme hein, qu'ils ont inventé, la mélancolie et tout ça. Il y a un vrai truc, un vrai sujet, et je crois qu'il y a une partie de ça dans les vagabondes aussi, c'est-à-dire ce truc de Heimat, quoi, ce mot qui désigne à la fois la maison, le foyer, le pays, la patrie. On n'a pas d'équivalent. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a aucun équivalent. Peut-être home en anglais, mais c'est pas encore tout à fait ça. Mais nous, on n'a pas de mot pour ça. Et il y a tout un truc comme ça. Dans cette... Si on arrive à capter cet esprit, on arrive je pense qu'on arrive à commencer à comprendre, quoi. Comment les choses se sont passées, pourquoi elles se sont passées, et qu'est-ce qui a fait qu'elles ont pu se passer, quoi, de cette manière-là. Justement, par rapport à tout ce travail de recherche qui a dû être en 9 ans, ça a dû être conséquent, comment vous passez le tamis par rapport à ça pour raconter une histoire, pour raconter des personnages? Est-ce que vous arrivez à vous extraire en grande partie de cela ou au contraire, vous essayez de trouver des points communs comme vous venez de le dire? Est-ce que vous avez ce tamis-là du commun allemand pour le coup? Comment vous avez réussi à travailler cette matière qui est historique, qui est brute? Qui n'a pas d'émotion, pas de sentiment, et vous arrivez quand même à donner cette émotion, cette chair que vous donnez à vos personnages. Ben, ça, c'est moins la documentation, hein. C'est plus, moi, ça fait 10 ans que je me suis mis à lire des romans allemands, hein, voilà, principalement, pour essayer de comprendre, et principalement des femmes. Parce que je pense que justement l'esprit réside aussi dans les grands écrivains, quoi. C'est-à-dire comprendre ce que c'est que l'esprit allemand, ça passe pas par de la documentation. La documentation, l'histoire raconte des faits, quoi. Mais elle ne raconte pas les émotions. C'est pas son travail. L'histoire raconte pas les émotions. Donc moi ouais, j'ai beaucoup lu d'écrivains allemands, quoi, du 19e et du 20e, hein, et à force, j'ai trouvé un truc quoi, qui me paraissait quelque chose de nouveau pour moi, quoi, en tout cas dans la façon de penser, dans la façon de penser la vie, dans la façon de se penser en tant que femme, de se penser dans la société. Euh, qu'est-ce que c'est de résister ou pas? Qu'est-ce que c'est quand même, moi, c'est là que, j'allais dire, c'est là que j'ai trouvé ma substance. C'est-à-dire que, par exemple, Anna, pour moi, je me suis inspiré de Marlène Haushofer, quoi, qui est morte d'un cancer à, à 59 ans, qui est pour moi voilà, une des plus belles voilà, écrivaines que je connaisse. Moi, je trouve ça, voilà, son écriture, ses thèmes, ses trucs, je trouve ça fabuleux. Et il y a une forme d'ironie et de mélancolie dans son travail qui m'a vachement aidé à comprendre euh, parce qu'elle parle d'elle et elle parle des femmes uniquement, et beaucoup d'elles. Et du coup, il y a un moment, on en lit un, deux, trois, quatre, cinq, et on est happé par ce truc, une espèce de densité. C'est lourd. Il y a de l'ironie, mais il n'y a pas d'humour, hein. C'est une femme qui a beaucoup souffert dans sa vie. Je pense qu'il a complètement raté sa vie et qu'en même temps a laissé des textes qui, pour moi, je trouve ça, voilà, je trouve ça vraiment, vraiment magnifique. Et ça m'aide à comprendre. Voilà, ça m'aide à comprendre. C'est pas en lisant Stephen King que je peux comprendre ça, quoi. C'est- Il faut aller, euh, il faut aller à l'essence. Voilà, à l'essence de ces écrivaines, parce qu'il y en a beaucoup, et puis aussi parce que je me suis aperçu euh, que c'est vrai qu'on peut, d'une certaine manière, on peut dire qu'on a, je suis pas un spécialiste, hein, mais un petit problème quand même avec les auteurs allemands en France, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont pas hyper traduits. Quand on commence à chercher, on se dit, mais la vache,
Ils sont à des bataillons. On a quand même, ouais, il y a quand même toujours ce truc d'ébauche, quoi. On n'en sortira pas. Et pourtant, je veux dire, enfin, il y a une qualité au-delà de Günter Grass, tu vois, Böll et tout ça. Ou Bernard Schlink aujourd'hui, qui est quand même un des grands écrivains allemands. Enfin, je sais pas si vous avez lu La Petite Fille, mais waouh, non, c'est un bouquin extraordinaire, quoi. Et qui remet sur le tapis ces sujets-là, quoi. Et qui est vachement intéressant, hein. Enfin bon, voilà. Et je pense que voilà, j'ai d'un côté la documentation que j'ai vraiment fouillée, hein. Je veux dire, c'est la librairie du Congrès. Enfin, j'ai été en Russie. Je me suis fait traduire des trucs par des étudiants du CNRS langue slave, enfin, parce que j'avais des entrées là-bas. Enfin, voilà, j'ai été chercher les textes d'origine pour ne pas partir de traduction, etc., etc. Donc, mais après, il y a aussi lire les auteurs du pays dont on veut parler. Moi, je trouve que c'est quand même, je pense que c'est quand même vachement important, quoi. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, vous tous, mais je crois que voilà, quoi. Et j'ai découvert des trucs, voilà, j'ai vraiment découvert des sacrés auteurs, hein, et autrices, vraiment. Et j'ai commencé à comprendre des trucs, ce qu'on pourrait appeler l'esprit allemand, tout en mettant beaucoup de guillemets. Je ne sais pas si c'est aussi monolithique que ça, quoi. Mais il y a un truc, en tout cas, il y a un point commun, malgré tout, je trouve, entre tous, quoi. Mais voilà, que moi, j'appellerais mélancolie, mais un truc vraiment particulier de sa position dans le monde, de la lourdeur de l'existence. Voilà, je pense que Schopenhauer pouvait pas être autre chose qu'allemand, quoi. Tu vois. C'est-à-dire que ça me semble, c'est vraiment, je pense que peut-être Schopenhauer synthétise avec Goethe, je pense que c'est les deux qui synthétisent sans doute peut-être le plus Schiller éventuellement, le plus de ce que c'est que l'esprit allemand, quoi. Et quand on plonge là-dedans, il se passe quand même un truc, quoi. Et moi, ça m'a énormément aidé, quoi. Justement pour construire des personnages qui soient pas trop, qui soient pas clichés, qui soient pas déjà vus, qui aient de réels sentiments, de réelles émotions, du détachement aussi par rapport à certaines choses, ou de l'implication, etc., etc., quoi. C'est-à-dire, Très bien. Alors, on va prendre une petite photo de groupe avant que je lise un premier extrait. Une fois ouais, n'est pas coutume. Voilà pour hop, la photo de j'enlève groupe. mon verre. Voilà, 3, 2, 1. C'est bon, parfait pour la photo. Vous pouvez boire, Florian. Alors, je vais lire un premier extrait. Alors, le premier extrait se situe justement dans cette période-là dont on va parler juste après. C'est le septembre 1972, puisque c'est la deuxième, c'est pas une deuxième partie de l'histoire, c'est un prolongement de l'histoire que vous mettez en alternance avec la fin de la guerre. Et on commence le roman ainsi. À travers la fenêtre de son bureau, Anna observe les corneilles sautiller dans l'allée de gravier. Il fait frais. Cette pièce, qu'elle ne quitte presque jamais, est exposée plein nord, face aux montagnes enneigées. C'est dans ces reliefs escarpés, majestueux, qu'elle puise son inspiration. Elle peut rester des heures campée derrière ses carreaux à contempler la chaîne des Alpes. La Suisse n'a jamais été une destination tout à fait désirée, mais elle s'en est accommodée. Écrivaine en exil, c'est son état. Il fait toujours froid dans ce bureau, même l'été, car elle n'ouvre jamais les fenêtres. Anna n'aime pas la chaleur, c'est pourquoi elle a choisi cette pièce quand elle a emménagé des années auparavant, avant la guerre. Le froid, elle le supporte. Elle l'affectionne même, comme si la maladie qui la ronge ralentissait son expansion dès que les températures chutent. Un répit, du moins le pense-t-elle. Une méridienne au coussin légèrement creux disposée dans un angle du bureau lui sert de lit. Elle ne dort plus dans sa chambre depuis longtemps. Depuis la mort de Paul, c'est devenu un tombeau. Cette maison est désormais trop vaste pour elle. Anna l'a achetée en 1930 après les ventes exceptionnelles de La Leçon, son troisième roman, et ses nombreuses traductions. Elle n'avait pas imaginé alors s'y installer, simplement y passer les vacances. C'est une maison sombre, aux tapisseries et au mobilier qui absorbe la lumière. Anna apprécie l'obscurité. Ils n'ont pas eu l'envie d'entreprendre de grands travaux, la demeure est restée dans son jus. Paul et elle se sont contentés de suspendre leurs tableaux, de garnir les étagères de leurs livres. C'est à peu près tout. Des artistes en exil ont fait halte ici avant de poursuivre leur chemin vers d'autres pays. Certains sont retournés en Allemagne après la guerre. Anna fait partie de ceux qui n'ont pas voulu ou pas osé,
de ceux qui se sont sentis des étrangers pour toujours. Et je m'arrête là. Ce n'est pas l'intégralité du premier chapitre, évidemment. Alors justement, cette période de septembre 72, puisque on voit, on ne spoile rien, hein, Anna est vivante à cette époque-là, 1972, et donc on la voit évoluer après la mort de son mari avec un certain Sepp, qui est son homme à tout faire, dont son ex-mari était un petit peu jaloux pour le coup. Donc on la voit évoluer dans ce monde-là, notamment à une période qui est intéressante, c'est celle de Septembre Noir, de ce commando palestinien au JO de Munich, événement qu'on oublie souvent et c'est bien dommage, parce qu'il est important cet événement-là. Vous le mettez au cœur même du livre en filigrane. Justement, ces deux périodes que vous avez mises en avant, vous auriez pu choisir finalement beaucoup d'autres périodes. Pourquoi avoir choisi ces deux périodes-là? Et est-ce que le récit, est-ce que le roman s'est construit uniquement à travers ces deux périodes-là, ou au contraire, il y avait peut-être d'autres champs, d'autres possibles qui vous ont dépassé pendant l'écriture? Ah oui, oui, sans doute. Ça, certainement qu'il y avait d'autres possibilités. Moi, c'est juste que, effectivement, une prise d'otage de juifs à Munich, c'est un truc qui paraît complètement dingue. Donc, enfin, qui réveille, voilà, qui pour moi était, alors sans doute une belle exposition pour les Palestiniens, mais qui pour moi est un truc dingue, quoi. C'est-à-dire faire ça en Allemagne avec des juifs. Ouais, je trouve que c'est quand même le truc. Enfin, c'est un peu le comble de l'impolitesse, quoi. C'est vraiment, voilà. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce moment-là. Il y avait aussi une contrainte, là, c'est plus j'allais dire une contrainte purement scénaristique, qui est l'âge d'Anna. Ça pouvait pas se passer dans les années 90 parce qu'elle serait déjà morte. Elle a 40 ans, voilà, dans les années 30. Donc c'est déjà, c'est pour moi, enfin, ça tenait plus debout. Donc il fallait qu'elle ait encore un âge possible où elle a envie j'allais dire, de régler son dernier compte, parce qu'elle sait qu'il lui reste peut-être 2 ou 3 mois à vivre, quoi. Voilà. Et que ce qu'elle n'a jamais fait jusque-là, elle souhaite l'entreprendre. Et en cherchant, voilà, je me suis dit, tiens, 72, septembre, ça tombe bien parce que cette espèce de fait divers à la radio peut accompagner le voyage, qui rend le voyage d'un seul coup un peu plus intéressant, même si j'en fais pas des tonnes, parce que, voilà, Anna préfère couper la radio en disant, ça va, c'est bon. Et on peut le dire donc dans cette période-là, Anna va, on ne spoile rien bien entendu, Anna va chercher à retrouver Ilse, va chercher à la retrouver avec l'aide de Sepp, justement, cet homme à tout faire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette volonté d'aller retrouver son bourreau, d'aller retrouver une femme qui n'avait finalement rien à voir avec elle? C'est quelque chose d'extrêmement puissant. Alors on peut parler de syndrome de Stockholm peut-être aussi. Mais pour le coup, qu'est-ce Hmm. qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette volonté de rapprocher ces deux femmes? Très sincèrement, je ne sais pas. Je crois vraiment, pour moi, je crois que c'est le mystère du livre. C'est pas forcément la chose que moi je m'explique. Euh, ça m'est apparu comme inéluctable et pourtant, effectivement, pas spécialement logique. Mais encore une fois, voilà, moi, la logique dans les récits, je la mets de côté. Euh, L'être humain n'est pas spécialement logique. On fait des trucs pas hyper logiques dans la vie et j'aime bien, justement, c'est ce que je disais au début, quand un personnage prend vie, il vous emmène sur des chemins auxquels vous n'aviez pas pensé. Parce que réellement, c'est pas forcément facile à expliquer, mais pendant moi l'écriture du livre, Anna existe. C'est quelqu'un que je connais. Ou plutôt, c'est quelqu'un que j'apprends à connaître. Et quelqu'un qui m'intéresse, du coup, pas quelqu'un où je me dis, bon, c'est pas la peine d'insister, tu vois, il n'y a rien à en tirer, mais c'est quelqu'un que j'ai envie de découvrir. Et puis j'ai Ilse de l'autre côté, qui est aussi quelqu'un que j'ai envie de découvrir, euh, même si c'est plus difficile pour moi parce qu'elle joue pas dans la bonne équipe, quoi, et que il faut que je me mette moi dans la peau, voilà, de quelqu'un qui pense
qu'effectivement, si on peut ramener cette écrivaine à Berlin et la faire pendre de manière à ce que tous les autres comprennent bien le message qu'on veut passer, voilà, c'est parce que c'était ça, hein, je veux dire, les 3 derniers mois de la guerre, ça a été, euh, enfin, je sais pas s'il y a des mots, quoi. Chaos, je crois que c'est peut-être le plus, mais il paraît un peu banal, quoi. L'Allemagne a été un indescriptible foutoir de dernier, de chant du cygne, quoi, de dernier souffle d'un système à l'agonie, mais qui a quand même fait tapis, quoi. C'est-à-dire qui a mis absolument tous les vieux, les jeunes, qui a mis tout le monde au saloir avec je veux dire comment on pourrait dire, une désinvolture incroyable, quoi. Voilà, moi, c'est des trucs c'est vraiment des trucs qui me travaillent, quoi, parce que voilà, on pense qu'on en a, encore une fois, qu'on en a fini avec ces idées-là, mais on n'en a jamais fini avec cette idée-là. Et pour moi, voilà, si je fais ça, c'est pour essayer aussi de montrer que, je sais plus quel historien disait, c'est vachement intéressant, il disait, on présente toujours ces années de nazisme comme si, en fait, il dit, un aérolithe avait été entré en collision avec la Terre. C'est-à-dire comme si les extraterrestres étaient venus et puis ils étaient repartis. Voilà. Fin du nazisme, ils sont repartis extraterrestres. Mais ils sont jamais repartis. Je veux dire, 80% des nazis sont rentrés chez eux et ont continué leur vie. Oui, on en a pendu 25 pour l'exemple, Les autres sont partis en Amérique du Sud. ouais, mais la plupart sont restés en Allemagne, hein. Je veux dire, il faut quand même se remettre faut quand même se remettre dans le truc de, on passe l'éponge, quoi, hein. C'est-à-dire, c'est quand même ça l'idée, hein. Et donc, ils n'ont pas disparu. Et l'autre point que moi je défends, qui est hyper important, ce sont des gens normaux. Euh, voilà, moi déjà, quand je vois par exemple comment dire, un documentaire de France Télévisions sur la Seconde Guerre mondiale qui commence par Seconde Guerre mondiale, Hitler, la folie d'un homme, j'arrête. J'arrête tout de suite. Parce que si on dit qu'il est fou, alors ok, c'est bon, quoi. Alors, ok. Et je veux dire, ce mec était tout sauf fou. Il était retors, il était malin, c'était un bon orateur, c'était un type brillant qui savait s'entourer. C'est pas du tout un dingue. Et si on commence à dire qu'il est dingue, et si on commence à dire que les SS étaient fous, alors là, on passe complètement à côté du sujet. Et encore une fois, on fait comme si ça, c'était des extraterrestres et puis qu'ils étaient repartis. Mais pas du tout. Moi, que j'ai commencé à bosser la doc, parce que moi, tout ce qu'on m'a appris à l'école, les SS, c'est des mecs qui tuaient des juifs, qui gardaient les camps. En gros, c'est des garçons bouchés et des mecs pas bien. Et puis, j'ai commencé à creuser, je me suis aperçu que tous les officiers avaient tous au moins un doctorat. Je me suis dit, attends, qu'est-ce qu'on m'a raconté sur vous, ces mecs? Je veux dire, alors, doctorat en journalisme, en histoire, en sciences politiques, en machin. Et ces mecs-là ont été dans les Einsatzgruppen flinguer des juifs. Il y en a même un qui avait 2 doctorats et une licence. Il fallait l'appeler docteur-docteur, parce qu'il en avait 2. Donc, ouais, il faut quand même voir. C'est pas des tarés, c'est pas des mecs non éduqués, c'est au contraire, dire, c'est des centaines de milliers de personnes qui ont fait ça en sachant exactement où, quand, comment, pourquoi, avec qui. Ça s'est bâti sur 10 ans en faisant des sondages auprès de la population. Qu'est-ce que vous pensez de ceci? Qu'est-ce que vous pensez de cela? C'est pas du tout, je veux dire, c'est pas arrivé du ciel, quoi. Une véritable planification, on l'a vu. Oui, c'est préparé avec des changements de cap, des trucs vachement intéressants, hein. Enfin, ouais, j'ai des tonnes de docs là-dessus qui sont vachement bien, hein, sur, je veux dire, sur les services de porte-à-porte de la SS, hein, qui venaient savoir aux gens, alors, qu'est-ce que vous pensez si on fait ça? Alors, les gens, alors, ils remontaient les trucs. Ah ouais, alors, le coup d'empêcher les Juifs d'avoir des chaussures en cuir, ben, ça coince un peu là auprès de la population, mais qui disent, ah bon? Ouais, parce que bon, on leur a interdit de conduire, on leur a interdit les professions libérales, les professions machin, on leur a interdit de s'asseoir sur les bancs, de prendre le métro. Bah jusque-là, c'est passé. Puis les chaussures en cuir, bah, les gens ils trouvent que quand même on en fait un peu trop, quoi. Donc bon, alors on va peut-être laisser tomber les chaussures. En fait, quand même, tout s'est fait comme ça quand même, hein. Je veux dire, c'est un truc. Enfin, bon, ça, on est en train de partir un peu sur d'autres sujets, mais c'est hyper intéressant quand on commence vraiment à rentrer dans le truc de se dire que moi, c'est pas ça qu'on m'a raconté à l'école, hein. Donc j'ai
c'est aussi, j'allais dire, pour ma propre culture et ma propre compréhension de l'Europe aujourd'hui, de comprendre ça, hein, parce que on est quand même une grande partie de nos problèmes viennent de ce truc-là, quoi. C'est, Et alors, par rapport à ce commando que vous mettez en place, ce commando qu'on peut appeler, on va pas dire de bras cassés, en tout cas, ils sont quand même très jeunes. Ils sont, comment dire, ils sont volages, ils sont extrêmement un petit peu foufous, ils prennent des décisions hâtives, ils sont, eux, pour le coup, moins planificateurs. On a l'impression, en tout cas. À côté de ça, on a le petit Rudy qui, lui, oui, souhaite, s'attache petit à petit à Anna. ouais. On imagine très bien cinématographiquement ce que vous faites. Comment vous créez justement ces scènes et est-ce que vous avez une image qui vous apparaît, entre guillemets, une image scénographique? Vous avez travaillé dans le domaine, donc forcément, Ouais, j'imagine que ouais. les deux sont liés. Est-ce que ça vous apparaît l'un et l'autre? Et la deuxième question, c'est sur ce commando. Comment vous avez travaillé le sujet? Comment vous avez euh, parce qu'il est important ce commando, parce qu'en effet, il y a des allées et venues, alors on peut pas trop en dire, mais certains partent à un moment donné et reviennent petit à petit. Il y a une question d'abandon, il y a une question de, comment dire, Oui, mais de parce que ce qui est direction, intéressant, de direction. c'est que ça part mal, quoi. Voilà. C'est-à-dire que Pas mal. tout est prêt, mais dès le début, il y a un truc qui foire et il se retrouve ben, paumé dans les bois et bien, bien loin de l'endroit où il était supposé être. Et c'est là où, j'allais dire, c'est là où ceux qui ont écouté pendant les cours de guérilla s'en sortent plus que ceux qui ont plutôt roupillé en se reposant sur leur laurier. Voilà. Mais moi, je veux dire, c'est aussi un des sujets qui m'intéressait, mais j'ai pas voulu en faire un livre uniquement là-dessus. C'est pour ça que j'ai mis Anna et le truc là. J'aurais pu faire un livre uniquement sur un commando qui va faire un truc et m'intéresser seulement aux gamins. Mais je pensais que j'avais pas assez de matière pour rester uniquement sur ce sujet. Mais c'est vrai que ce truc est intéressant, quoi. C'est-à-dire que effectivement, le commandement nazi avait décidé que d'entraîner, parce qu'ils avaient quand même une masse. Je veux dire, tous les enfants étaient obligés d'être dans les jeunesses hitlériennes, donc c'est pas compliqué. Ils avaient des centaines de milliers de gamins. euh, qui étaient aux ordres depuis leur toute petite classe, et donc pour qui il n'y avait qu'une seule vision du monde, qui était celle du parti. Hein. Il faut aussi voir que ça va très vite. Hein. Il ne faut pas 5 générations. Hein. C'est-à-dire que ils arrivent en 33 et en 43, je veux dire, tout le monde est l'arme au pied. Donc quand on dit qu'il faut des générations pour changer les choses, il faut très peu de temps. Il faut très peu de temps. S'il y a la volonté de le faire, il faut très peu de temps. Euh, regardez Trump, il y a 2 mois qu'il est là. Hein. C'est-à-dire, quand on a la volonté de faire des trucs, ça peut aller hyper vite. Hein. Quand on a la main sur l'appareil de pouvoir, les choses vont très très vite. Et Hitler a été très très vite. Et donc ces gamins ont tous été éduqués avec lever le bras tous les matins à l'école, chanter l'hymne devant le drapeau et faire des camps toute l'année dans le froid, dans le chaud, apprendre à se battre et machin. Et donc à 16 ans, ils sont prêts. Et comme on est début 45 et que c'est la fin, tout le monde sent la fin venir, ben, on les arme. L'idée, c'est d'envoyer ces gamins derrière les lignes américaines. C'est ce qui est prévu pour désorganiser le ravitaillement et tout ce qu'on peut, quoi. C'est-à-dire bousiller des chars, des citernes, faire sauter des dépôts de munitions, parce que des gamins, évidemment, attirent moins l'attention que des adultes. Et donc, on crée des camps d'entraînement pour ces gamins, et donc on leur apprend à se battre au couteau, on leur apprend à lancer des grenades, on leur apprend à passer sous des barbelés, etc., quoi. Et ensuite, eh ben, on les envoie faire des missions. Donc, on les habille en civil et on les envoie à tel endroit, tel endroit, tel endroit, quoi. Donc, moi, j'ai bâti mon commando sur celui d'Open quoi, où il y avait effectivement un vieux garde-chasse de 40 ans qui devait les guider dans les bois parce qu'il connaissait l'endroit, un qui était de la ville d'origine, donc qui pouvait guider les autres dans la ville, et puis, euh, et puis cette fameuse Ilse, dont on ne sait pas trop ce qu'elle foutait là dans ce commando, mais qui est effectivement capitaine, elle, dans les jeunesses hitlériennes féminines. Qui a passé beaucoup de temps à l'Est et aussi dans l'organe ensuite comment dire, de rédaction de la revue, voilà, de la revue des jeunesses hitlériennes, qui était rédactrice en chef. Euh,
et qui se retrouve effectivement dans ce commando et qui est sans doute la plus affûtée de la bande, puisque Ilse a vraiment survécu à ce commando. Parce que le dernier, dans l'histoire réelle, le dernier survivant qui s'échappe avec elle saute sur une mine, il a une jambe arrachée et donc il est soigné dans une ferme par, par des braves, voilà, par de braves fermiers, mais il finit voilà, succomber à ses blessures. Donc Ilse est la seule qui rentre finalement en Allemagne et qui, comme je disais tout à l'heure, laisse passer l'orage. Alors elle a été arrêtée une première fois, interrogée, relâchée, et puis une seconde fois en 49 quand il y a le procès des enfants. Euh, et je sais plus, je crois qu'elle a fait un an de prison et puis ensuite elle est retournée à sa vie. Donc c'est pour ça que cette histoire-là me permettait que Anna finalement ait envie de la retrouver parce que voilà, elle s'est mariée, elle a des enfants, voilà. Fin du nazisme, retour à la réalité, et puis on essaye de retrouver une vie normale et ça je ne sais pas trop comment on fait, mais voilà. Alors, j'aimerais qu'on parle du titre et de la couverture, notamment de ce tableau d'Anselm Kiefer. Ouais, ouais, ouais. Qui évidemment, c'est une œuvre allemande là aussi, pour le coup. Racontez-nous ces deux choses, les vagabondes. Alors évidemment, c'est au féminin, donc on comprend qu'il y a beaucoup de Ouais. femmes qui fuient, bien entendu, mais d'où vient ce titre? Est-ce que c'était le premier finalement qui avait été choisi? Et deuxièmement, c'est sur ce tableau, je crois que c'est un détail, c'est pas le tableau en entier, je crois que c'est un détail du tableau, il me Ouais, semble. ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce qui vous a Alors, donné envie? il y a deux choses de titre. Moi, mon titre, c'était, enfin, pendant tout le temps de l'écriture, c'était Anna. Je me suis pas emmerdé à chercher un titre. C'est souvent une perte de temps. La plupart du temps, de toute façon, l'éditeur met son titre. Voilà. Et donc, moi, j'ai arrêté de me prendre la tête avec les titres. Et puis, parce que généralement, j'en fais des listes. Et puis là, j'ai discuté avec mon éditrice une fois que je lui ai rendu le truc, et puis elle m'a dit, alors comment on va l'appeler? Et puis je sais pas, j'ai réfléchi une journée, et puis j'ai dit, on va l'appeler Les Vagabonds. Et elle m'a dit, ah ben, très bien. Elle m'a dit, j'achète, quoi. Voilà. Donc en fait, pour la première fois, ça a été assez vite. Sur Étoile Rouge, ça a été très long. Voilà. Et Je sur cette couverture d'Anselm Kiefer? Alors, ça, c'est d'abord, je suis content qu'il ait accepté, parce que voilà, c'est un artiste contemporain vivant. C'est un plasticien allemand qui est vraiment génial, enfin que nous on aime beaucoup, l'éditrice et moi. Et c'est vrai que enfin, c'est toujours un peu abstrait ce qu'il fait, mais C'est quand même une très on belle dirait route. vraiment une forêt dans la neige vue du dessus. Et on trouvait que l'aspect un peu austère et désolé du truc allait bien avec l'histoire où c'est vraiment l'errance d'un petit groupe, voilà, vraiment à travers l'Allemagne des derniers jours, où effectivement on peut croiser n'importe quoi sur la route, quoi. C'était un moment de désorganisation totale, voilà. Et donc c'était pas évident de survivre sur la route en Allemagne à ce moment-là, parce qu'évidemment il y avait les derniers fanatiques qui chassaient les déserteurs et tous les gens qui n'étaient pas censés être où ils se trouvaient. Et alors, la punition était simple, hein, c'était vous étiez pendu au bord de la route ou à un arbre. Enfin, il y avait pas de procès ni voilà. Il y avait une gendarmerie dont c'était le travail, voilà, qui sillonnait les routes, les bois, les trucs, à la recherche de tous les déserteurs, de tous les gens qui n'avaient rien à foutre là, quoi. Alors, il est vrai qu'au début, on renvoyait les déserteurs au combat, mais le dernier mois, on pendait tout le monde aux arbres, quoi. C'était la folie, voilà, c'était la folie pure, hein. Enfin, j'ai des photos, de trucs, enfin, voilà, quoi. Pendait des femmes, des gamins, voilà, avec une pancarte autour du cou, avec je suis un traître, je n'ai pas voulu me battre pour ma patrie, etc., etc., quoi. Donc en gros, ils se baladaient avec des cartons, de la ficelle, de la peinture, et ils cherchaient des gens, quoi. Euh, voilà, des gens à pendre, et je pense que beaucoup de gens qui n'avaient rien fait ont été pendus, hein. À ce moment-là, ils cherchaient plus à savoir qui ou quoi, quoi. Il fallait juste pas traîner, il fallait pas être pris, quoi. En effet.
Je demande à chaque écrivain qui passe ici de choisir un auteur méconnu ou un livre méconnu qui vous a particulièrement fasciné ou construit. Qui avez-vous choisi, Florian, ce soir? Ben voilà, j'ai choisi donc Marlène Haushofer, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui m'a servi en tant que personnage à bâtir Anna. Euh, je l'ai découverte complètement par hasard. Et alors, je suis assez étonné parce que sur Wikipédia, elle est taxée d'auteur de science-fiction féministe, ce qui est étonnant parce qu'elle a écrit qu'un livre de science-fiction. Et encore, je suis pas certain qu'il s'agisse vraiment d'un livre de science-fiction. La science-fiction est un prétexte. C'est le mur invisible que beaucoup doivent connaître quand même, qui est un roman assez connu, hein, mais c'est un roman sur la solitude. Je vois pas tellement où est la science-fiction là-dedans, si ce n'est qu'un mur invisible l'empêche de sortir des 3 kilomètres carrés dans lequel elle est dans ce chalet isolé et où elle vit avec un chien, un chat et une vache. Euh, et, et- et tout le roman, c'est sur la solitude, quoi. Et on en revient à cette mélancolie allemande, la montagne, la brume, voilà. Et Marlène Haushofer, elle est comme Ernst Wiechert, elle a été élevée dans la forêt. Son père était garde forestier, comme Wiechert d'ailleurs. Et c'est marrant parce que je leur trouve un point commun dans l'écriture. Et moi-même, j'ai été pas mal dans les forêts. Enfin, il y a un truc, comment dire, dont je me sens proche et que je comprends là-dedans dès les premières phrases, quoi. Comme on dit, j'ai l'impression d'être chez moi. Ça me fait rarement ça quand je lis un auteur, mais vraiment. Alors, je regrette tous ces romans ne sont pas traduits en France. Et même pour les trouver, j'ai été obligé de faire le tour de eBay, de machin, de trucs, parce qu'ils ne sont pas republiés depuis des années, hein. Je crois qu'avec Le Mur Invisible et Nous avons tué Stella, que Actes Sud a ressorti. Alors, peut-être qu'ils vont ressortir d'autres, hein. Enfin voilà, il y a des nouvelles, des romans. C'est jamais très long, hein. Ces bouquins font jamais plus de 100 pages. C'est un peu comme Catherine Mansfield, quoi. C'est plus une novelliste qu'une romancière. Mais il y a je trouve dans son écriture, hein, essayez pour voir, hein, mais dans son écriture, il y a un truc d'une pureté et d'une justesse. Je ne sais pas si ce serait peut-être un peu osé de comparer ça à Annie Ernaux ou Marie-Hélène Lafon, mais il y a quelque chose comme ça de chirurgical dans l'écriture. Il n'y a jamais un mot en trop, il n'y a jamais un truc, jamais elle se laisse aller. C'est comme Marie-Hélène Lafon, quoi. Jamais elle se laisse aller à faire une phrase. C'est, c'est sec, c'est court, c'est concis, mais c'est d'une précision qui, moi, voilà, qui force mon admiration, quoi. Est-ce qu'il Voilà. y a un autre livre et que c'était Le Mur Invisible que vous conseilleriez, puisque vous avez apparemment Ben, lu ou en oui, allemand? il y a Nous avons tué Stella, c'est pareil, c'est presque une nouvelle, hein, c'est tellement court, je ne sais même pas s'il fait 100 pages ce bouquin, je pense pas, mais il est pas là, il est en bas. Euh, voilà, il y a La Mansarde aussi, qui est peut-être un peu plus connue, qui est vraiment très bien, cette femme qui est enfermée voilà, là-haut et qui écrit et qui dessine. Voilà, les recueils de nouvelles, c'est, je crois, la 5e année et la nuit de recueils de nouvelles. Vous voyez, déjà, les titres, c'est jamais joyeux, quoi. Il y a aussi Sous un ciel infini, qui est un de ses romans. La porte dérobée, et puis je crois que c'est à peu près tout. En tout cas, ce qu'on peut trouver en français. Et moi, voilà, c'est vraiment une écrivaine, je me suis pris de passion. Et voilà, dans ce roman, je lui rends hommage. Voilà, personnage de Anna, ça pourrait être Marlène Haushofer, quoi. Une sorte de discrétion distante, tout en ayant une force intérieure colossale. C'était une petite femme frêle, voilà, Marlène Haushofer, qui est restée quand même toute sa vie la secrétaire du cabinet médical de son mari. Voilà. Je trouve ça admirable, quoi. C'est-à-dire voilà, elle a jamais cru en elle et en ce qu'elle écrivait. Et je trouve ça formidable parce que je pense que c'est une des plus grandes écrivaines de langue allemande qui n'ait jamais existé, quoi. Et ce contraste, voilà, je trouve que rien que pour bâtir un personnage, ce truc est absolument génial, quoi. C'est-à-dire quelqu'un qui pense qu'il n'est pas grand-chose et qui en même temps est une sorte de trésor caché, quoi.
Euh, mais bon, je pense qu'en Autriche, parce qu'elle est autrichienne, je pense qu'en Autriche, elle est ultra célèbre, quoi. Je pense que c'est juste que, on en parlait tout à l'heure, hein, je crois que la littérature allemande a du mal à passer la frontière et que sans doute encore plus de l'Autriche, quoi, qui était l'espèce de petit frère nazi un peu moins courageux, quoi. Donc, sans doute, voilà, au moins, bon, l'Allemagne, on peut dire, ils ont fait les choses en grand. Bon, l'Autriche, on peut se dire, ils ont un peu suivi, mais voilà, donc peut-être qu'aussi l'Autriche nous intéresse moins à cause de ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, pour moi, c'est vraiment une écrivaine formidable et qui me portera encore, je pense, qui me portera encore longtemps. Et ma deuxième Et question. elle n'écrira plus rien. Eh oui, non, ça, Il n'y aura pas le plaisir d'attendre le suivant. non. Voilà. Comme Donatarte, il n'arrive jamais. Voilà, C'est une illusion. voilà, exactement. C'est Euh, ça. Deuxième question, c'est celle du personnage de fiction dans lequel vous Oui. aimeriez vous incarner, vous transformer pendant 24 heures. Qui avez-vous choisi et est-ce que vous changeriez son destin? Alors moi j'ai choisi Sherlock Holmes, mais j'aurais pu prendre Hercule Poirot, hein. Voilà, j'ai un Non. peu. Ah non, Florian, vous avez dit tout à Ouais, l'heure que l'inspecteur alcoolique, etc., vous avez dit ouais, non. Hercule Poirot est pas alcoolique, hein, du tout, mais non, non, il y a un truc, et je sais pas, c'est des personnages fascinants parce que, voilà, il faut dire Conan Doyle ou Agatha Christie ont été quand même de grands, grands auteurs de romans policiers. Ils ont, on peut dire, inventé pratiquement le genre, quoi. Enfin, ils l'ont placé à un niveau, voilà, qu'on retrouve plus, quoi. Voilà, moi, je trouve qu'ils ont porté, je veux dire, Sherlock Holmes, euh, c'est hyper intéressant et de voir que d'autres auteurs ont récupéré Sherlock Holmes pour en faire de nouvelles aventures et tout ça, comme Bob Garcia ou des trucs, qui a fait des trucs assez, assez bien, à bien capter l'esprit. Moi, je trouve que c'est des personnages fascinants parce qu'ils sont personnages immortels. Moi, je changerais rien à sa destinée parce que c'est un personnage torturé, c'est un personnage torturé qui a une espèce comment dire, qui a une espèce d'incertitude d'abord avant d'aller vers la certitude. Il y a une espèce d'énorme travail derrière tout ce qu'il fait, tout le temps d'observation, d'analyse synthétique. Voilà, je trouve ça vraiment. Euh, ouais, c'est des personnages qui m'ont beaucoup porté à l'époque où vraiment je lisais beaucoup de littérature policière. Et ça, ouais, moi, c'est vraiment des personnages fascinants. Et puis c'est devenu, je veux dire, enfin, Sherlock Holmes peut-être encore plus qu'Hercule Poirot, mais c'est devenu un personnage public, quoi. C'est-à-dire que quand on dit Sherlock Holmes, tout le monde voit son profil avec la pipe et le chapeau et le truc. Enfin, il y a en plus cette iconographie, quoi, qui est vachement prenante, quoi. Il est immédiat comme personnage, quoi. Et pourtant, euh, je suis même pas sûr que, voilà, que Doyle ait jamais su vraiment qui était Sherlock Holmes, au fond. C'est ce côté vraiment intéressant, c'est que le personnage est tellement complexe et qui garde une part de mystère. Et c'est un truc qui m'intéresse, moi aussi, en tant qu'écrivain, hein, c'est de garder toujours une part de mystère dans un roman. Euh, C'est-à-dire quelque chose qu'on n'explique pas, qui n'est pas résolu. J'ai des références, hein, là-dessus. Moi, je me souviens, voilà, très très longtemps, ma prof de français, quand j'étais en seconde, a dit dire, une bonne fin d'histoire, c'est quand on ferme la porte et qu'on ouvre la fenêtre. Je crois que j'ai compris un truc, avec une phrase aussi stupide, j'ai compris un truc incroyable, en disant, mais oui, c'est ça. Mais oui, mais en fait, c'est ça le truc, quoi. C'est pas fermer les choses aux gens, mais c'est les laisser rêver. Alors, laisser imaginer ce qui va se passer ensuite. Voilà, de pas tout boucler, tout expliquer. Ça, c'est un truc. Voilà, Tove Jansson dit que dans tous ses romans, elle a toujours laissé un visage flou. Voilà, un mystère inexpliqué. Le truc est que c'est au lecteur de faire son chemin après le livre et de pas lui mâcher, voilà, de pas lui mâcher tout le travail. Et ça, c'est un truc que j'essaye de faire dans tous mes romans, c'est de laisser vraiment une part, de laisser vraiment une place au lecteur dans le livre et de lui dire, mais maintenant, en fait, ça t'appartient, quoi. C'est, moi, je suis plus là, quoi. J'ai disparu, je suis sur un autre livre, hein. Voilà, le livre appartient au lecteur et c'est très important que le lecteur s'empare du livre, de l'histoire et éventuellement
de ce qu'ils pourraient imaginer sur la suite ou de ce qui s'est passé à un moment qui n'a pas été expliqué, etc., etc. Ça, moi, c'est quelque chose auquel je tiens. Est-ce Voilà. est-ce que justement, vous avez dit, je suis dans un autre livre, est-ce que vous travaillez sur un nouveau projet? Comment vous gérez votre temps par rapport au roman jeunesse notamment? Est-ce que vous travaillez de manière différente aussi lorsque vous écrivez pour des enfants ou des adultes? Quelle est la difficulté? Quel est le mot Oui. qu'il ne faut pas donner, qu'il ne faut pas écrire? Comment vous mettez cette limite? Comment vous travaillez sur ces deux pans? Alors, je n'écris pas de manière différente. Les sujets sont différents, mais j'ai pas deux manières d'écrire. J'écris de la même manière en jeunesse que j'écris en adulte. J'essaye de faire des phrases courtes voilà, dans mes premiers romans, c'est toujours le défaut de beaucoup de jeunes écrivains, c'est qu'on s'écoute écrire, quoi. Et ça, c'est la plaie, quoi. C'est-à-dire que quand on se relit après, on a des vertiges en disant, mais c'est pas possible, qu'est-ce que j'ai voulu dire, quoi. En fait, ma phrase de Cinq lignes, je peux la résumer en trois mots. Et c'est ce que je cherche à faire à chaque fois, c'est-à-dire de faire de plus en plus court et de plus en plus précis dans ce que je veux dire. Voilà, et ça me paraît vachement important. Après, réellement, j'écris pas différemment. Si vous voulez un roman jeunesse, vous retrouverez les mêmes mots, la même façon de construire les phrases et tout ça. Simplement, j'aborde pas les mêmes sujets. J'ai des sujets plus légers parce que j'aime bien la jeunesse. Ça me permet moi aussi, ça me permet de souffler voilà, de mes propres fantômes et de mes trucs compliqués, quoi. Donc, euh, voilà, ça me permet de m'ouvrir et mais c'est pas du tout le même travail. Si c'est la même façon d'écrire, c'est pas du tout le même contexte ni. Enfin, voilà quoi. Je sais pas comment je peux l'expliquer mieux que ça, mais j'ai toujours une part en jeunesse, une part de poésie et la plupart du temps en jeunesse, je raconte des histoires où il n'y a pas de méchant. C'est un truc auquel je tiens. Ça c'est quelque chose que je tiens de Moumine parce que j'ai une partie de ma famille qui est norvégienne et donc je connais Moomin et Tove Jansson depuis très longtemps, qui est aussi dans mes, dans mes romancières favorites, quoi, hein, et on partage ça, c'est qu'elle a écrit beaucoup en jeunesse, mais elle a aussi écrit beaucoup en adulte. Et ses romans sont aussi, alors vraiment d'une autre manière que Marlène Osoffer, mais il y a quelque chose d'absolument magique chez Tove Jansson, comment elle décrit les personnages, comment elle raconte des histoires au fil de l'eau comme ça, où il se passe quasiment rien et en même temps, il se passe toute la vie, quoi. C'est, c'est, voilà, c'est des gens qui ont énormément de talent et qui m'ont toujours porté, quoi. Donc pour moi, écrire pour la jeunesse ou l'adulte, je suis rassuré de savoir que de grands écrivains, d'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est que Marlène Nosoffer aussi a écrit beaucoup en jeunesse. Simplement, on trouve absolument rien en France. Voilà. Donc, je ne peux pas dire de quoi ça parlait parce que je n'en ai aucune idée. Mais je sais qu'elle a fait cinq ou six romans jeunesse, une ou deux pièces de théâtre aussi, voilà, auxquelles je n'ai pas accès non plus. Donc, je ne peux pas vous dire ce qu'il y a dedans. Mais Tove Jansson, c'est un peu la même chose, quoi. Elle a écrit Moumine, hein, qui est un truc aussi un peu mélancolique. Alors, c'est pas allemand, c'est finlandais, c'est un peu différent encore, mais il y a cette espèce de vie qui s'écoule lentement. Moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup en littérature, quoi. Voilà. Voilà, les thrillers et tout ça, je peux pas. Ça va trop vite pour moi. En fait, c'est une suite d'événements et moi, je préfère quand les personnages me parlent Comprendre. d'eux-mêmes, quoi. Voilà, c'est pour ça que dans Les Vagabondes, on a Anna dès le début en 72. Donc, voilà, je voulais pas qu'il y ait d'ambiguïté dans le livre sur est-ce qu'elle va mourir ou pas. Parce qu'il n'y a aucun enjeu là-dessus dans le livre. Donc, le fait qu'elle soit vivante au début, c'est qu'on sait déjà qu'elle va pas mourir. Moi, tout ce qui m'intéressait, c'était le cheminement de pourquoi elle va pas mourir. C'est ça que je voulais raconter. Et pas que le lecteur se dise, ah, elle va claquer, et puis tourner la page, et tourner la page, voilà, moi, voilà, les romans de ce type-là ne me touchent pas, ne m'intéressent pas. Euh, voilà, je voulais que les gens tournent, je veux que les gens tournent les pages, pas en se demandant, voilà, dans l'Étoile rouge, voilà, c'est pareil. Je me suis inspiré de Rosa Chanina. Rosa Chanina, on sait que voilà, elle est morte à 22 ans sur le champ de bataille, donc il n'y a aucun suspense de savoir si finalement elle va s'en sortir.
Ce qui m'intéresse, c'est le cheminement de pourquoi elle fait ça, pourquoi elle s'embarque là-dedans, à quoi elle pense, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait qu'elle est là? Alors pour Rosa Chanina, elle a laissé un journal derrière elle, donc c'est hyper intéressant parce que elle parle d'elle et elle parle jamais de la bagarre. Elle parle de à quoi elle pense, de ce qu'elle ressent, de ce qu'elle voit, de comment ça va être après, de l'angoisse du futur. Voilà, parce que quand on est institutrice et qu'on décide de prendre un fusil à lunettes pour aller buter des Allemands, il se passe un truc irrémédiable. Voilà. Et dans Les Vagabondes, c'est la même chose, c'est-à-dire je veux pas qu'on se dise ah, est-ce qu'elle va mourir? Euh, c'est pas un roman à suspense, c'est vraiment un roman sur le cheminement de deux personnages. C'est qu'est-ce qui fait que quand on a décidé de tuer quelqu'un, que finalement on le fait pas. Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi ça a changé? Et donc c'est voilà, c'est la démarche, quoi. Parfait. Alors, vous avez évité peut-être l'autre question, c'était celle du projet en cours. Est-ce qu'il y a un Ah, projet sur lequel vous travaillez? Est-ce que c'est en jeunesse? Est-ce que c'est en adulte? Est-ce que vous avez une réflexion sur cette thématique-là? Est-ce que ça va être aussi encore sur les femmes en période de guerre? Est-ce que vous allez continuer sur ce créneau-là? alors c'est toujours difficile de parler d'un projet, surtout qu'il est vraiment il est balbutiant. J'ai des notes partout. Du foutoir, mais je ne le vois pas encore, mais mon sujet, ce sera Adèle Schopenhauer, la sœur d'Arthur, qui est un personnage incroyable. Mais rien en français, donc je rame, voilà, je rame ma race, comme dirait l'autre, pour traduire des trucs en allemand et tout ça. Et c'est un personnage fascinant, fascinant. Aussi intelligente que son frère, mais voilà, le principe, c'est que c'est une femme extrêmement laide. Adèle Schopenhauer était extrêmement laide, au point que sa mère prévenait les gens qui venaient chez elle en disant, attendez, ne sursautez pas quand vous allez la voir, quoi, hein. La mère était sympa aussi. Enfin bon, tout le monde va en prendre pour son grade dans le bouquin. Voilà, la mère était assez épouvantable, mais bon, c'était une écrivaine célèbre, etc. Donc c'était très difficile. Voilà, dans une famille bourgeoise allemande, voilà, où cette fille en fait est extrêmement intelligente. Et donc, elle cherche à compenser sa laideur et par, par son, par son cerveau, quoi. Voilà. Et toute sa vie a été un cauchemar. Voilà. Et voilà, elle attendait la mort avec beaucoup d'impatience. Voilà, c'était quelqu'un d'extrêmement torturé. Euh, voilà, et faire ce personnage me fascine, quoi. Donc, ça reste encore les femmes. Euh, voilà, c'est une intellectuelle, aussi écrivaine, parce qu'elle s'y est essayée, multiples talents. C'était la chouchou de Goethe, hein, qui l'adorait. Je trouvais voilà, qu'elle était vraiment brillante. Elle avait la chance de vivre dans la même ville. Voilà, sa mère avait un salon où elle recevait énormément de gens. Donc elle a vu passer quand même les troupes napoléoniennes, ce qui est un peu de traumatisme de son enfance, hein, avec la prise de la ville, etc. Voilà, le passage de Napoléon. Et puis ensuite, peut-être on n'en est pas certain, mais en tout cas, sans doute des tentatives de suicide, mais il n'y a quand même pas énormément de choses sur elle, donc c'est difficile de le savoir. Donc voilà, je vais faire un livre de fiction et non pas une biographie. Voilà, ça m'intéresse pas. Voilà, je vais raconter ma version de ce que je comprends de cette histoire. Voilà, et ce sera ma version et pas, voilà, ce sera pas sa vie, son œuvre, parce que c'est pas très intéressant. Voilà. Très bien, alors ça tombe bien puisque j'avais choisi un dernier extrait, un deuxième extrait sur Schopenhauer, puisqu'il est aussi un petit peu présent dans le livre. Ouais, c'est un personnage fascinant. 14 avril 1945. Anna est assise à l'arrière de la Jeep qui circule au milieu des ruines. L'air de cette fin d'après-midi est froid et humide, chargé de poussière collante. C'est dans cette ville qu'est mort Schopenhauer, bien malgré lui, l'un des maîtres à penser de Hitler. Dans la vie, tout est affaire de volonté. Le major Turner a tenu à prendre le volant et zigzague entre les amoncellements de débris, poursuivi par des enfants affamés. Le chauffeur profite de la promenade sur le siège passager. Francfort a bien changé. La dernière fois que Anna y est venue, c'est en septembre 1932 pour une rencontre publique
dans une librairie dont elle a oublié le nom. Existe-t-elle encore? La population arpente les ruines à la recherche d'eau, de charbon ou de quelque chose à manger. Elle manque de tout. Les plus curieux se massent près des blindés au repos. Voici donc ces Américains. Anna en voit même sourire, sans deviner s'il s'agit de joie ou d'amertume. Des petits groupes de civils armés de pelles déblayent les gravats, empilent des briques qui pourront resservir. C'est à peine s'ils remarquent les prisonniers qu'on fait défiler devant eux en longues colonnes. Les GI se reposent où ils peuvent, se détendent au milieu des immeubles éventrés, fument avec une nonchalance irritante. Que sont devenus les Allemands? Après plus de 10 ans d'absence, Anna ne reconnaît rien et observe autant qu'elle est observée. Des femmes qui patientent dans d'interminables files devant les fontaines lui lancent un regard hostile. Tout le désespoir de l'Allemagne tient dans ce regard, un mélange de stupeur, d'amertume et de résignation. Il reste une étincelle de fierté, une puissante combativité tapie là, tout au fond, qu'il faut redouter. La flamme brûle encore, et l'ordre perdure dans le chaos. Où puisse-t-elle leur force? Anna peine à déchiffrer ses émotions après cette longue absence. Elle se sent étrangère dans son propre pays. C'est une terre désolée dans laquelle elle doute déjà qu'il y ait encore un esprit de liberté à réveiller. Je trouve que ce passage, il est extrêmement intéressant parce qu'il y a beaucoup de thématiques que vous mettez en avant, que ce soit le fait de revenir sur une terre et de ne pas reconnaître son pays. On voit tous ces plans, quasiment des plans séquences où on voit tous ces hommes et toutes ces femmes qui tentent de survivre, qui sont totalement abattus par la guerre, éreintés par la guerre, qui dure déjà depuis 4 ans. Euh, Justement, j'aimerais que vous nous parliez de ces scènes, parce que on a l'impression qu'il y a une multiplicité de scènes en filigrane derrière les personnages, où on voit véritablement la fin de la guerre, où on voit que tout le monde crève de faim, où on voit que finalement personne n'avait rien demandé, et qu'au final, c'est encore un pays en guerre. Oui, et alors, le- ce qu'il faut comprendre derrière ce passage, c'est surtout comment dire, l'esprit allemand qui refuse, c'est-à-dire que ils refusent la défaite, quoi. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore compris que ça va être fini. Ils pensent qu'il y a encore une possibilité. Les fameuses armes secrètes dont tout le monde parle à la radio depuis des mois pour entretenir le suspense, et que tout ça, en fait, est un vaste traquenard du Führer pour laisser entrer les Américains et les anéantir. Il y a ce truc vraiment des Allemands qui n'ont jamais compris qu'ils étaient battus. Et donc d'avoir ces Américains qui débarquent, qui ont l'air un peu cool comme ça, qui mangent du chewing-gum, parlent une autre langue et tout, parce qu'on leur en avait fait tout un portrait des Américains, et d'un seul coup ils disent, ah ben c'est ça les Américains, quoi, tu vois, je te parle même pas des Noirs, voir arriver des Noirs, c'était, tu vois, c'était un monde, enfin quoi, je veux dire, des Noirs nous envahissent, quoi, enfin, tiens, les Allemands, je veux dire, ils étaient choqués, quoi, il faut voir cette fausse résignation, en fait, et cette étincelle, parce que justement, je parle de la flamme, parce que beaucoup de gens disaient que quand on rencontrait Hitler, on ressentait la chaleur d'une douce flamme. Ça, c'est un truc qui m'a marqué c'était un personnage très charismatique, et cette chaleur qu'il a transmis toujours aux Allemands, cette flamme qui, encore une fois, très mélancolie allemande, voilà, la flamme qui perdure, tu vois, c'est le dragon, ouais, c'est Siegfried, on reste quand même dans toute cette idéologie, cette imagerie bâtie, hein, pierre à pierre, par les romantiques, puis récupérée par le national-socialisme, hein. Il y a tout ce truc on va dire, oui, une sorte de plan séquence où, où effectivement Francfort a été déjà bombardé 3 fois un an avant, donc la ville est déjà de toute façon à moitié détruite, et il y a quand même des combats assez durs pour prendre Francfort. Et quand les Américains entrent, finalement, la ville est libérée. C'est vrai que ben, voilà, les gens bouffent de la poussière et des cailloux, mais on peut dire que ça fait déjà un an qu'ils mangent de la poussière et des cailloux, et c'est ça qui est, pour moi, c'est ça que représente cette scène. Euh, Tu vois, l'Allemagne aurait pu arrêter un an avant en disant c'est bon, quoi, tu vois. C'est-à-dire, on a perdu. Mais il y a ce truc.
Il y a ce truc au fond et, et qui existe encore aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? On n'a pas vraiment perdu, en fait. C'est pas, il y a ce truc-là, quoi, qui perdure, qui est toujours là. C'est que c'est vécu comme une injustice, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ils auraient dû gagner. Et, euh, euh, et pas de bol, ils ont perdu. Mais c'est vraiment ça. C'est, ah, putain, on n'a pas eu de chance, quoi. Tu vois? Et ce truc-là est toujours présent, hein, et regarde maintenant l'AFD et tout ça, tu vois, tout ça n'est pas terminé, quoi. C'est-à-dire que ça revient, ça ressurgit. Euh, Tu vois, on nous a menti. Euh, on n'a pas vraiment perdu. Tout ça, c'était un peu, tu vois, il y a des gens qui ont eu de la chance, on a eu moins de chance. C'est ce que dit Anna Segers, qui est aussi une écrivaine que j'aime beaucoup, hein, quand elle est rentrée en Allemagne en 46 et qu'elle dit ce peuple au cœur de pierre qui n'a tiré aucune leçon de ce qui lui est arrivé, quoi. C'est-à-dire, voilà, elle-même allemande, hein, donc voilà, prise de conscience. Dur, tu vois, d'un écrivain qui dit, mais putain, ils n'ont rien compris en fait, ils n'ont rien appris de ce qui s'est passé et ils n'ont rien compris à ce qui s'est passé. Euh, Ils sont persuadés que voilà, qu'on leur a enlevé leur fureur, tu vois ce que je veux dire, et que on sera nous toujours coupables, tu vois ce que je veux dire, d'avoir brisé le rêve allemand, tu vois, d'un Reich millénaire et tout ça, hein. Ça, c'est, il y a quand même une partie de la population qui pense ça encore aujourd'hui. Et quand tu lis La petite fille de Bernard Schlink, je ne sais pas si certains l'ont lu là, qui est vraiment bien, où en fait, il récupère, c'est un grand-père qui s'aperçoit qu'il a une petite fille dans l'ex-RDA. Voilà, et c'est là où il parle donc en gros de l'ex-RDA, où effectivement, et ce qui est assez étonnant, mais c'est là où principalement sont les néo-nazis, quoi. C'est l'ex-RDA. Voilà, et la petite fille, elle a des portraits d'Irma Grise dans sa chambre et de Himmler et de machin, quoi. C'est-à-dire que, et ça se passe aujourd'hui, si tu veux. C'est une nouvelle génération voilà, qui se réapproprie le truc en disant les camps n'ont pas existé, tout ça c'est des mensonges des Américains, des Européens, voilà, tu vois, des Français et des trucs. Tout ça n'est pas arrivé, on veut nous culpabiliser, quoi. Et ben c'est raté parce que vous n'arriverez pas à nous culpabiliser. On a fait ce qu'il fallait, voilà, on a fait le job, quoi. Ces gens-là ont fait le job et s'il n'y avait pas eu tous ces traîtres de capitalistes, ces juifs, tu vois, que les juifs poussaient les Américains à faire la guerre, et bien aujourd'hui, voilà, toute l'Europe serait allemande, quoi. Ça perdure. Et Et on va rester vigilant. c'est aussi pour ça que ça m'intéresse, parce que voilà, comme je disais au début, c'est une grande lessiveuse qui recycle, voilà, qui recycle des idées et qui recycle des mensonges, évidemment, hein. Je veux dire qu'on est encore des gens qui nient que les camps de concentration aient existé. C'est dire, putain, quand même, quoi. Je veux dire, à ce point tu vois, de perdre la boussole, je ne sais pas comment on peut appeler ça, quoi. Si tu veux, Est-ce voilà, qu'ils- On parlait de folie tout à l'heure. Est-ce qu'ils sont fous, ceux-là? non, ils servent une idéologie et un propos. Ils servent, tu vois. Parce que tu peux pas dire aujourd'hui, si tu veux, c'est ça le mécanisme. Si tu ne peux pas dire aujourd'hui que tu te revendiques de l'idéologie nationale socialiste, si tu as cramé 6 millions de personnes, tu peux pas. Tu es dans le camp des méchants. Là, la question ne se pose plus. En disant que ça n'a pas existé, tu te replaces dans la peau de la victime et tu dis non, 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 nous, on était le camp du bien. C'est les Américains qui ont monté un bateau, tu vois ce que je veux dire, pour nous culpabiliser et pour dire vous êtes responsable de tout ce qui s'est passé et vous allez payer la note. C'est ça le truc, si tu veux. C'est comme ça. C'est comme quand Trump dit ah, c'est l'Ukraine qui a attaqué la Russie. Tu vois? Il le dit devant les caméras, il n'a aucun problème à le dire. Il sait très bien que ce qu'il dit, ça tient pas à la route, mais personne n'est là pour le contredire. Et c'est la négation, si tu veux, de l'évidence qui tiendra toujours debout toutes ces idéologies, quoi, parce qu'ils ont quelque chose à vendre, tu vois, et pour le vendre, il faut l'emballer dans un papier qui est, j'allais dire, avalable par le plus grand nombre, tu vois. Personne n'a envie de revendiquer qu'il a cramé 6 millions de personnes. Et tuer 20 millions de Russes, hein, parce qu'on oublie toujours un peu, si tu veux, voilà, on oublie toujours un peu l'aspect russe là-dedans, hein. Voilà. Eh bien, merci, Ouais, Florian. voilà.
Merci Mais je vous en prie, infiniment. c'était Et très donc, sympa. on le remontre, c'est ça, Les Vagabondes chez Bûcher-Chastel, qui est sorti il y Ouais, a quelques jours. Merci pour cette rencontre. je vous en prie, ouais, c'était bien. Ouais, puis les gens ont patienté, Et donc oui, ils c'était sont toujours sympa. là, toujours là. Ouais, très bien. Merci beaucoup, Florian. Une très belle Je vous en soirée à prie, vous et oui. on souhaite Très le bonne soirée. meilleur pour les Vagabondes. Ouais, ben, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Florian.